Alors Emilien, on s'amuse bien? Oui, je vois. C'est rigolo la peinture, hein? Ouais, c'est salissant. C'est salissant. Est-ce que t'es prêt? Tu me laisses une petite minute et c'est bon. Ouais, bah moi j'ai pas une petite minute, donc je commence. On fait ça? Très bien. Ouais, comme tu veux. Salut, c'est Ben de la rubrique photo d'un point d'interculture, et c'est parti pour un épisode de Photographie History X. L'épisode d'aujourd'hui est primordial, il nous permettra de nous pencher plus sérieusement sur les grandes questions que pose le médium photographique. Mais n'ayez pas peur, on va aller doucement, je serai là. Et pour l'occasion, j'expérimente un peu en vous proposant un second plan bien cadré sur mon petit minois pour un rapport plus intime avec le spectateur. C'est intime tout ça. Alors Emilien, t'en es où? Bah non, mais c'est bon là. Hein. T'es prêt? Ouais. On va pouvoir commencer alors, c'est parfait. Hein, regarde. Oh mais c'est énorme ça. Ah non. Ouais. Ah c'est génial, et les gars, c'est pas mal hein. Ouais. Ah c'est bien ça hein. Non c'est super, c'est top hein, c'est top. Photographie historique, photographie historique, photographie historique, photographie historique. C'est mon tour. Et sans plus attendre, parlons de Bernd et Hilla Becher. Bernd est né à Siegen en 1931. Hilla est née à Potsdam en 1934. Elle fut initiée à la photographie par sa mère et travaille également en qualité d'apprenti pour un photographe local. Lui apprend la peinture décorative à Siegen, puis la peinture proprement dite à l'Académie des Arts de Stuttgart, et enfin il étudie la typographie à l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, où il y rencontre Hilla Vaubezer, avec qui il entame une collaboration. Et là nous sommes donc en 1959. Ils se marient en 1961, à la fin de leurs études, et ensemble nous les analyserons donc sous leur nom, Bernd et Hilla Becher. Ich mache die Unterscheidung nicht. Ich finde, wenn eine Dokumentation sehr gut gemacht ist. Et on a un long, très long programme. Je vous propose donc d'entrer dans le vif du sujet. Et le voilà, le vif du sujet. Les Becher, à partir de 1962, partent à la recherche de sites industriels, en se limitant toutefois à l'Europe et aux États-Unis, pour y photographier des bâtiments. Et ce, en utilisant toujours le même protocole. On constate un cadrage très serré qui isole le bâtiment de son contexte, sans pour autant l'occulter. L'appareil photo est légèrement en hauteur, permettant d'éviter les déformations dues à la perspective. La lumière également est importante. Ils prenaient leurs photographies plutôt au printemps ou à l'automne, et sans doute plutôt vers l'heure de midi. Bref, des heures où la lumière est loin d'être la plus, disons, romantique. On constate également dans leurs images qu'elles ont une profondeur de champ extraordinaire. C'est-à-dire que toutes les zones de l'image sont nettes, rien n'est flou. Regarder Photographie History X, c'est aussi apprendre les aspects techniques de la photographie. C'est pourquoi je lance le premier atelier de Ben. Et c'est parti. La profondeur de champ est en fait la zone de netteté de l'image, en avant et en arrière du sujet sur lequel on a effectué la mise au point. L'image est donc floue en dehors de cette zone. On va voir maintenant comment on peut augmenter ou diminuer la taille de cette zone. Mais alors d'abord on va récapituler un truc. Votre appareil photo, que ce soit le dernier réflexe, votre appareil compact, votre téléphone portable ou encore votre webcam dégueulasse, pour prendre une photo va ajuster 3 différents paramètres pour essayer d'exposer correctement votre image, c'est-à-dire qu'elle soit ni trop sombre, sous-exposée, ni trop claire, surexposée. Ces paramètres sont les suivants: le temps d'exposition, ou temps de pause, ou encore vitesse d'obturation, la sensibilité, ou ISO, ou plus rarement ASA, l'ouverture, entendons ici l'ouverture du diaphragme. Voici les différentes valeurs qu'on peut attribuer à ces différents paramètres. À savoir que j'ai mis là les valeurs jusqu'où du matériel moyen de gamme peut monter. Certains appareils photo ou objectifs en ce qui concerne l'ouverture du diaphragme peuvent aller au-delà et en deçà. J'ai également enlevé des valeurs intermédiaires pour une meilleure visibilité. Le temps de pause, c'est tout simplement le temps pendant lequel la photo est prise. J'ai déjà expliqué ça dans mon épisode sur Eugène, donc je ne vais pas m'attarder dessus. En gros, vers 1/500 de seconde se situent des photographes comme Henri Cartier-Bresson, et vers 10-20 secondes se situent des photographes comme Eugène, dont des temps de pause de cette longueur étaient en fait une des contraintes techniques du matériel de l'époque. L'ISO est la sensibilité de la cellule à la lumière, et enfin l'ouverture du diaphragme, c'est l'ouverture d'une sorte d'iris qui va laisser plus ou moins passer la lumière. Alors maintenant, dans des conditions par exemple de prise de vue en extérieur, sous un ciel nuageux, pour exposer correctement votre image, vous ou votre appareil photo s'il est en mode automatique,
devra ajuster ces 3 valeurs. À savoir que si vous augmentez trop votre temps de pause, vous devrez utiliser un trépied, et tout ce qui est en mouvement dans votre image sera potentiellement flou. Cette fois, si vous augmentez trop la valeur de l'ISO, un grain apparaîtra sur l'image. Alors attention, si cette valeur peut se modifier d'une image à une autre sur du matériel numérique, sur du matériel argentique en revanche, elle dépend du film que vous utilisez. Et enfin, de l'ouverture du diaphragme dépendra votre profondeur de champ. Plus ce chiffre est petit, plus votre diaphragme est ouvert. Un diaphragme fermé augmentera votre profondeur de champ, tandis qu'un diaphragme ouvert la diminuera. Le problème évidemment, c'est que si vous voulez augmenter ou diminuer une valeur, il faudra faire face aux inconvénients des autres paramètres dont vous devrez adapter les valeurs. Sauf évidemment si vous comptez sous-exposer ou surexposer votre photo, mais là ce sont des choix personnels dont je vous laisse le luxe de la réflexion. Pour être sûr que tu aies bien compris, Emilien, on va faire un petit exercice. On sait que les photographies des Bécher ont une très grande profondeur de champ. Pour ce faire, étaient-ils obligés de... Réponse A. Fermer leur diaphragme à fond. Réponse B. Ouvrir leur diaphragme à fond. Réponse C. Ne pas toucher au diaphragme parce que ça n'a aucun rapport. Ou alors réponse D. Faire du ski de fond. Emilien, je vais te laisser un petit moment de réflexion. Je demande le 50-50. Le 50-50, très bien. Ordinateur, merci de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît. Ok, bah c'est légèrement plus simple, il me semble. Oui. Est-ce que je peux demander l'appel à un ami? Oui, l'appel à un ami, très bien. On appelle qui? Le bras droit du patron. Le bras droit du patron. Ah ouais. Très bien. D'accord. Jouons le jeu, on va voir comment ça se passe là. On appelle le bras droit du patron. Bonjour, c'est Ben. Je suis présentement avec Emilien sur le plateau de Photographie Story X. Il a besoin de vous pour une question. Emilien, tu as 30 secondes, c'est à toi. Alors, les photographies des Bécher ont une très grande profondeur de champ. Pour ce faire, étaient-ils obligés de A. Fermer leur diaphragme à fond, ou réponse D. Faire du ski de fond. Bien, il semblerait que nous ayons été coupés. Bon, alors Emilien, que choisis-tu? Bon, voilà. Je peux pas demander le vote du public? Bien sûr, Emilien. Bien, public, à vos télécommandes, ne répondez évidemment que si vous connaissez la réponse. Hein. Très important. Alors juste comment c'est possible? Bon alors, moi je vais répondre la réponse D. Bien joué. Ben non, c'était pas ça, c'était réponse A. Bon, bah moi j'enchaîne. Les Bécher prenaient leurs photos Attends, pour principe. Tu dis pas pourquoi? Bah pourquoi quoi? Pourquoi c'est la réponse A? Bah non, parce que t'as qu'à revoir l'atelier de Ben. L'atelier de Ben. Ok, donc les Bécher prennent leurs photos en ayant comme principe de base la neutralité du regard. Ils cherchent une idée d'objectivité, d'impartialité, d'anonymat de l'artiste, comme pour échapper au statut d'auteur. Alors, on va beaucoup parler d'objectivité. Je ne suis pas là pour débattre d'une possible ou non réelle objectivité dans l'art, mais j'utilise ce mot car il était retenu par la critique et l'histoire de l'art. Ensuite, ils les rangent par famille, si bien que très vite on les qualifie de typologie. Alors, Selon le dictionnaire Hachette, la typologie est une science qui, à partir d'ensembles, vise à élaborer des types constitués par regroupement de données ayant en commun certains traits caractéristiques.
En effet, Bernd Becher dit des typologies qu'elles sont inspirées de l'esprit de classification encyclopédique du 19e siècle. Autrement dit, elles utilisent un mode de fonctionnement qui existe depuis le siècle des Lumières, un mode qui a été choisi par notre culture. Ce même mode dont la science se sert, un mode objectiviste. Or, même s'ils utilisent un protocole hérité d'une démarche scientifique rendant leur œuvre quasiment archéologique, ceux-ci sélectionnent leurs images pour les montrer en général par 9, par 12, 15 ou par 16. Cette sélection, de fait parfaitement subjective, rend leur travail ambigu, se plaçant à mi-chemin entre art et science. Les Becher ont choisi cet agencement pour que le spectateur puisse comparer les images. Il devient vite évident lorsqu'on regarde leurs images une par une qu'elles semblent être toutes identiques. C'est seulement lorsqu'elles sont mises en confrontation qu'elles dévoilent leurs différences. Et aux surprises! C'est l'heure du caprice de Ben Ben. T'es sûr que tu te sens bien, toi? Oui. Et c'est l'heure du caprice de Ben C'est Ben. l'heure du caprice. Et c'est l'heure du caprice de Ben Ben. De Ben Ben. Je suis désolé, mais tu peux pas arrêter avec tes mini-génériques. Non, mais personne n'a rien à foutre de cette connerie. On s'en fout pas mal de ce que tu dis, Emilien. Mon caprice du jour consiste à faire une analogie entre le travail des Becher et le travail d'un certain Francis Galton à partir de 1878, soit presque 90 ans avant. Alors, dans un premier temps, la disposition de ces photographies n'est pas sans rappeler celle des Becher, avec toutefois la différence que nous avons ici une image qu'il a visiblement choisi de mettre en évidence. Cette image est en fait une photographie dite composite, telle qu'elle fut mise au point et théorisée par Galton. Cette pratique consistait à superposer plusieurs photographies d'un groupe d'individus de façon à les fondre en une seule, si bien qu'on se retrouve avec une photographie un peu floue, imprécise, représentant une moyenne du visage de ces individus. Bon alors, sans entrer dans les détails, c'était assez habile pour l'époque. Bon, ça l'est beaucoup moins aujourd'hui en revanche avec les technologies informatiques de retouche d'images, dont l'exemple le plus célèbre, le logiciel Photoshop, dont nous possédons, n'est-ce pas Emilien, une version authentique. Non, moi j'ai tout craqué, hein. Regarde, Premiere, Photoshop, After Effects. Ok, donc comme je disais, aujourd'hui il est à la portée de tout le monde de superposer plusieurs portraits de personnes et en jouant avec les curseurs d'opacité pour construire un seul et même visage. Oh mon dieu, Ben Ben! Nous avons créé un monstre! Le but de tout ça était d'établir un portrait type de voleurs, de personnes atteintes de tuberculose, de juifs, etc. Sacré Francis. Un bon gros facho comme on les aime. Alors certes, au même titre que les Becher, la démarche de Galton avait une visée typologique. Mais selon moi, l'ensemble des Becher est bien plus pertinent. Chez Galton, une fois l'image type obtenue, les images individuelles n'ont finalement plus aucun intérêt. Galton cherche à désigner un type, tandis que les Becher ne font que le sous-entendre, laissant au spectateur une place pour son imaginaire. En 1970, ils publient leur premier ouvrage, Sculpture anonyme. En 1976, Bernd Becher est nommé professeur à l'Académie des Arts de Düsseldorf, donc là où il a rencontré Hilla, je le rappelle, pendant leurs études, et de son enseignement naît un nombre quasi improbable de figures aujourd'hui notables de la photographie, telles que Andreas Gursky, Candida Hofer, Edger Esser, Thomas Ruff, Petra Wunderlich, Axel Huth, Lorenz Bergès, Simone Newweg, Jörg Sass. Lors de la Biennale de Venise en 1990, ils reçoivent un prix de sculpture. Ok, normal. Donc en fait, c'est parti, on peut faire n'importe quoi. Hein, bah voilà. Emilien, Emilien, il est beau ton dessin, Emilien. Qu'est-ce que j'ai là pour toi? Un prix de photographie. Bravo. Oh bah merci. Et oui. Mais c'est pas, il faut dire qu'il est particulièrement réaliste ton dessin. Hein. Félicitations. Très ému. Mais je t'en prie. Alors on applaudit. Bravo Emilien. Superbe.
ce prix de sculpture n'est pas complètement absurde et il peut se justifier. Dans les images des Becher, un intérêt tout particulier est porté à l'esthétique d'une architecture, pas du tout prévue pour être esthétique mais pour être fonctionnelle. L'œuvre des Becher est aussi un hommage à ces formes, à ces modelages qui sont fondés non pas sur un style, mais sur la fonction que le bâtiment devra satisfaire. En plus de ça, au gré des besoins et de la situation économique, ces bâtiments ont tendance à avoir une vie très éphémère. Ils sont vite laissés à l'abandon ou détruits. L'œuvre des Becher nous apprend que la volonté d'objectivité et l'intention documentaire ne s'opposent pas à un parti esthétique. Bernd meurt le 22 juin 2007 et Hilla meurt le 10 octobre 2015. Maintenant, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que j'ai préparé une conclusion tout à fait hardcore. Parmi tous les artistes que nous aurons l'occasion d'analyser, l'œuvre de Bernd et Hilla Becher marque ici une introduction quant à la question de l'objectivité. Si bien que je suis resté encore assez évasif sur le sujet. On sait que la légitimité philosophique d'une objectivité dans l'art est discutable. Pourtant, celle-ci se place au cœur de l'époque de culture visuelle que nous vivons actuellement. Les images, quelle que soit leur origine, sont partout et détiennent dans notre société un puissant pouvoir de détermination culturelle et politique même. Elles sont devenues des instruments dont nous sommes les premiers cobayes. Elles ont une importante capacité de fascination dont nous devons nous méfier. La possibilité aujourd'hui de manipuler les images numériques en particulier nous amène à remettre quotidiennement en question leur réalité, leur vérité, leur objectivité. Dans un tel contexte, un photographe devrait toujours se demander ce qu'il veut accomplir et quelle est sa responsabilité en tant qu'artiste. L'émission Photographie History X existe pour vous donner des éléments de réponse. Je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, abonnez-vous à la chaîne, aimez notre page Facebook, posez vos questions sur Twitter, encouragez-nous sur Tipeee, et à bientôt. Photographie historique, photographie historique, photographie historique, photographie historique. Désolé Emilien pour cette table. C'est pas la mienne, hein. Ah oui c'est vrai, c'est à moi. C'est ma table. Je vais zapper ça. C'est un petit peu excessif. Ah ouais, il y a dit à bas, là. Bon on la refait ?